Eric, ton micro, s'il te plaît. Oui, Eric, on ne t'entend pas là. Voilà, donc excusez-moi, je disais que voilà, Elisa a contribué à cette présentation, mais c'est uniquement moi qui prendrai la parole. Donc, je disais que les stades de développement, on va se focaliser sur en fait deux stades importants dans cette présentation, le débourrement, euh, la, la floraison, enfin, on va se concentrer sur le débourement et la véraison, et je ne parlerai pas aujourd'hui de floraison. Donc on s'intéresse à ces stades parce qu'évidemment, c'est eux qui gouvernent tout le fonctionnement de la plante et tous les bilans, tous les indicateurs qu'on va pouvoir mettre en place, on va les caler sur ces grands stades, le débourrement, la floraison et la véraison. Donc il y a deux enjeux majeurs pour les stades de développement à mes yeux pour le changement climatique. C'est d'une part les risques de gel printanier qu'on a malheureusement expérimenté plusieurs fois au cours de ces dernières années et une augmentation des températures pendant la maturation des raisins. Donc toutes les évolutions passées sont bien caractérisées et comment dire, ces aspects d'adaptation au changement climatique ont déjà fait l'objet d'une publication. Là, je cite une publication parue l'an dernier dans PNAS, dans lequel un certain nombre de collègues, dont vous voyez les noms là, ont montré que la diversité génétique permettait de compenser en partie des dégâts causés par le changement climatique. Donc des données, des évolutions très bien caractérisées. Il y a des milliers de données dans le monde qui montrent que les stades de développement avancent. Ici, je repris l'exemple de Berkheim à côté de Colmar, où on peut observer une avancée des dates de débourrement à peu près d'une semaine tous les 30 ans depuis les années 50, 60, avec peut-être une tendance à... Bon, la tendance se poursuit, peut-être moins violemment qu'entre les années 90 et 80 et 2000. Sur les dates de véraison, à Colmar, c'est à peu près une semaine tous les 2 ans, avec des véraisons qui approchent le début août parfois pour le wrestling. Donc ça, c'est le constat qui est fait partout. Et ça a une conséquence immédiate, c'est qu'un décalage de la maturation vers le milieu de l'été, ben, ça veut dire que les températures pendant la maturation augmentent. Et voilà, si je continue avec le resting à Berkheim, euh, on observe à peu près 1,3 degré d'augmentation des températures tous les 10 ans. Donc comment on arrive à se projeter dans le futur et essayer d'anticiper ce qui peut se passer? On a de la chance, enfin c'est la biologie qui nous fournit ça, c'est-à-dire qu'on a des très bons modèles de prévision des stades uniquement avec les températures de l'air. Donc là, j'ai remis un exemple de calcul de date de débourrement, floraison, véraison, avec toujours le resting à Colmar, sur la base du modèle qui est publié dans la publication dans PNAS que j'ai montré dans une diapo précédente. Et donc, ici, c'est un graphique avec en abscisse les jours de l'année à partir du 1er janvier simulés et les jours de l'année réellement observés. Donc, des très bonnes corrélations. Grosso modo, pour la véraison, uniquement avec la température de l'air, on prévoit les véraisons à 2-3 jours près. Donc tout ça, ça fait partie d'un travail qu'on a co-encadré avec Iñaki Garcia de Cartazar, qui était un stage de Master 2 financé par la CAV d'un étudiant qui s'appelle Pritzner Pierre-Louis. Je montrerai plusieurs fois des travaux issus de son mémoire. Voilà, donc avec ces modèles-là, on arrive à projeter des dates de véraison dans le futur et évidemment, partout dans le monde, on peut montrer que ces dates de véraison vont continuer à avancer. Ici, vous voyez l'exemple pour le resting avec un scénario RCP 8.5 et le modèle Alanin du CNRM. On pourrait atteindre des véraisons au 20 juillet pour le resting. Voilà, donc quand on projette ça, on peut faire le même exercice pour du Dijon, du Chardonnay à Dijon, du Cabernet Sauvignon à Bordeaux ou la Syrah à Avignon, et partout on a des augmentations assez spectaculaires des températures pendant la maturation, avec près de 7 à 8 degrés si on se projette dans le futur lointain, c'est-à-dire dans les années 1071-2100. Donc la première idée qui vient pour compenser ces augmentations de température pendant la maturation, ben c'est de retrouver des périodes de maturation qui soient plus tardives.
Et donc pour ça, il y a plusieurs sources de variabilité qu'on peut explorer. Donc la première, c'est la variabilité clonale. Donc ça, c'est un travail qu'on a entamé aussi dans le cadre de la cave, en particulier avec une étude qui a été financée, une étude menée par des étudiants de l'ESA Angers, qui ont été encadrés par Étienne Nisling, et donc qui ont commencé à collecter des données sur la variation clonale dans différentes collections en France. Donc là, c'est l'exemple du travail qu'ils ont fait pour le chenin blanc dans les Pays de Loire. Donc ce graphique représente les dates de véraison du présent, mais aussi des simulations des dates de véraison de ces clones dans le futur avec un modèle qui s'appelle GFV que les collègues de Bordeaux connaissent bien en utilisant des scénarios du GIEC différents et le modèle ALANA du CNRM. Là, on voit que en moyenne, enfin, sur les données historiques, on a à peu près 15 jours d'écart entre le cépage, le clone le plus tardif et le clone le plus précoce, avec ici la moyenne qui est en rouge. Dans ce graphique, il y a différents scénarios du GIEC, 2.6, 4.5, 8.5 pour le futur proche, 2021-2050. Et grosso modo, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, la moyenne des dates de véraison va avancer et la variabilité clonale va se réduire un peu, 13 jours entre le plus précoce et le plus tardif. Mais même avec le plus tardif, on ne retrouve pas la moyenne des données historiques. Donc la variation clonale permet de compenser en partie, mais pas totalement, l'évolution des températures. Et évidemment, si on va complètement à l'autre bout, avec le RCP 8.5 dans le futur lointain, la variabilité clonale se réduit à 11 jours et on est loin de pouvoir compenser l'avancée des stades de développement. La deuxième idée, c'est que évidemment, il y a beaucoup de variabilité entre cépages, entre génotypes. Ça, c'est simplement un exemple d'observation réelle à Colmar en 2015 dans une collection entre le plus précoce qui était Médic et avait raison et le plus tardif qui était Lagourane. On avait à peu près 50 jours. Donc une variabilité entre génotypes, au sein de Vitis vinifera, entre variétés qui peut être beaucoup plus importante que la variabilité clonale. On peut générer de la variabilité sur les dates de véraison par des croisements. Donc, par exemple, à Colmar, on travaille sur une descendance de croisement entre du Riesling et du Gewürztraminer. Et là, on peut générer une variabilité génétique à peu près de 21 jours entre le plus précoce et le plus tardif. Et la dernière source de variabilité qu'on peut explorer, c'est la variabilité entre espèces. Donc ça aussi, ce sont des données historiques à Colmar, donc avec des variétés à partir des espèces telles que Vitis rubra, Monticola, Berlandieri ou Piazzeschi, dont les véraisons étaient plutôt mi-octobre de 1967 à 1990 à côté de Colmar. À comparer à du Grenache, donc des variétés qui seraient, des espèces pardon, qui seraient 34 jours plus tardives à véraison que du Grenache. Et donc ça, c'est une idée qu'il faut avoir en tête. On a de la variabilité dans les espèces qu'on pourrait introduire par croisement dans Vitis vinifera. Donc voilà, on a des sources de variabilité pour les dates de véraison, mais est-ce que ça suffira par rapport aux enjeux? Et donc j'ai j'ai oublié quelque chose de très important évidemment, c'est la variabilité qu'on peut observer si on a différents porte-greffes. Donc il faut savoir qu'il y a un dispositif à Bordeaux qui s'appelle Greffe Adapt, qui est suivi par Elisa Marguerite, donc dans lequel il y a plusieurs greffons et pour chacun des greffons, toute une collection de porte-greffes. Ici, vous avez l'exemple du pinot noir avec des observations en troisième ou quatrième feuille, donc qui montrent qu'entre différents clones, différents porte-greffes peuvent générer une variabilité de date de véraison sur du pinot noir de 114 degrés jour, ce qui veut dire à peu près 8 jours dans ces conditions. Donc cette variabilité, en fait, elle dépend du greffon. Elle est plus ou moins grande selon le greffon qu'on considère. Et c'est des résultats qu'il faudra consolider avec des plantes un peu plus âgées.
Donc toutes ces sources de variabilité, est-ce qu'elles seront suffisantes par rapport aux enjeux? Donc je voulais attirer l'attention d'un public assez général. Je pense qu'au niveau, comment dire, des agronomes ou des généticiens, c'est un schéma qu'on a en tête, mais je voulais le partager avec les œnologues, c'est-à-dire que euh, ça, c'est une représentation des températures maximales pendant l'été à Colmar, sur des données historiques, donc avec un maximum de température autour du 11 août. Et on arrive à simuler comment se positionnerait la période de maturation de n'importe quel génotype. Et ici, c'est l'exemple du plus tardif possible, le plus précoce possible qu'on puisse imaginer dans une descendance entre du Riesling et du Gewürztraminer. Donc là, vous avez en orange le plus précoce qui commence à sa véraison au 10 août et le plus tardif qui est plutôt vers le 31 août. Et donc une condition de maturation bien plus fraîche pour le plus tardif, évidemment. Ce qui se passe avec le changement climatique, c'est qu'on a bien une augmentation des températures tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment le futur lointain, mais c'est pour illustrer ce qui peut se passer. Et donc, dans ce futur lointain, eh bien, les deux génotypes, finalement, se retrouvent tout en haut de la courbe. Et il y a à peu près 4 degrés d'écart dans le présent sur les températures pendant la maturation pour ces deux génotypes, alors qu'on est à peine à 0,5 degrés d'écart dans le futur. Donc, on a un tassement des dates, vous avez raison, et les deux génotypes se retrouvent finalement au milieu de l'été. L'enjeu, c'est bien de se retrouver avec des conditions fraîches dans le futur. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment chercher de la super tardiveté, c'est-à-dire qu'il y a des génotypes. Quelque part, l'enjeu, c'est de considérer des génotypes qui, dans le futur, commenceraient leur véraison au 20 septembre. Donc, grosso modo, ça veut dire des génotypes qui, aujourd'hui, auraient des véraisons au 15 octobre. Donc, ça situe un peu les enjeux de la tardiveté qu'il faudrait trouver pour retrouver des conditions de maturation fraîches telles qu'on les connaît. Deux mots, si j'ai le temps, sur le débourrement. Donc, par rapport au risque de gel, on a de la variabilité génétique. Là, c'est aussi à Colmar des observations entre à peu près 15 jours d'écart entre le plus précoce et le plus tardif dans les collections qu'on avait. Mais je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que le débourrement, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on observe du débourrement, mais derrière, il y a deux phénomènes. Donc, il y a l'entrée en dormance des bourgeons, mais avant le débourrement, il y a un stade qu'on ne voit jamais, qui est très difficile à observer, c'est la levée de dormance. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain cumul de froid, le bourgeon acquiert la capacité à débourrer. Tant que le cumul de froid n'est pas atteint, le bourgeon ne peut pas débourrer. Et une fois que le vent dormance est levé, il faut un certain cumul de chaleur pour atteindre le débourrement. Le problème, c'est que dans tous les modèles, cette levée de dormance, elle est calculée de manière plus ou moins empirique. Et on a très très rarement accès à des données vraies. Donc, ce qui rend très difficile le calage de modèles et de mise en évidence de la variabilité génétique qu'on pourrait avoir sur ces levées de dormance. Donc, c'est ce que j'écris là, la date de levée de dormance, très difficile à obtenir. Et en plus, le débourrement, il y a un effet de la température du sol et un effet de la vigueur des plantes. Donc, on a des difficultés à être fiable sur les modèles de date de débourrement qu'on peut avoir. Voilà. Mais néanmoins, ça c'est pour dire que dans certaines simulations, on prévoyait, il y a déjà eu des publications là-dessus, une augmentation des risques de gel dans le futur dans certaines situations. Voilà. Donc ce qu'on vit actuellement, c'est plus ou moins prévisible, mais on a vraiment du mal à donner un chiffrage de l'ampleur du problème. Voilà. Je vais conclure. Donc, on a des modèles de simulation des stades qui sont assez performants, qui nous permettent de travailler. Actuellement, rien ne permet de dire que l'avancée des stades pourrait s'arrêter. Donc, pour une variété de données, dans toutes les situations, on aura bien une augmentation des températures pendant la maturation des raisins, qui est forte, hein, qui est de l'ordre de 6 ou 7 degrés si on va chercher la fin du siècle. Donc, on a de la variabilité génétique qui permet de compenser en partie ces évolutions. Donc, c'est une chose, mais il faut avoir en tête aussi que la période fraîche qu'on aime bien, eh ben, elle va s'éloigner de plus en plus vers Noël, en fait. Hein.
Ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même qu'on continue à explorer toute la diversité génétique qu'on a, y compris par des croisements, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention.